Nous voici dans la ville d'Eu, une charmante commune normande de près de 8000 habitants située en Seine-Maritime. Idéalement nichée entre mer et forêt, cette ville royale est connue pour son majestueux château et ses ruelles historiques. On se trouve juste à côté du Tréport, donc le haut de la Normandie, avec l'agrément de la mer juste à côté, ce qui donne un contour assez agréable pour la ville d'Eu. C'est ici, dans une coquette maison, au cœur de la ville, que vivent Marie-Christine, 56 ans, et Patrick, 58 ans. Le 11 novembre 2010, au matin, Katia, une de leurs 2 filles, reçoit un appel de sa mère. Marie-Christine m'appelle pour me dire que mon père a perdu son code de carte bancaire. Alors je lui dis qu'il a qu'à m'appeler directement, vu qu'il n'y a que moi qui a son code de carte bancaire. Mais Patrick ne rappelle pas. Et dans les heures qui suivent, Katia reçoit de nombreux messages de son père. J'ai reçu des textos du portable de mon père, là, insistant beaucoup pour avoir le code de la carte bancaire. Pour la jeune femme, quelque chose ne colle pas. D'autant que ces textos ne ressemblent pas à ceux que le père de famille envoie habituellement à ses filles. Mon père faisait beaucoup de fautes quand il envoyait le message, en fait. Et là, bien écrit, bien envoyé, quoi. Mais sur le moment, Katia ne s'alarme pas outre mesure. Après 3 jours sans nouvelles de son père, elle commence toutefois à paniquer et décide de se rendre au domicile de ses parents pour vérifier que tout va bien. Sa mère la rassure et lui indique que Patrick est parti chez des amis, à Mantes-la-Jolie. Mais la jeune femme reste dubitative. Déjà, je vois la voiture, ce qui n'est pas normal, vu qu'il est soi-disant parti à Mantes-la-Jolie, donc Mantes-la-Jolie, on prend la voiture. Katia en est convaincue, son père a disparu. Et sa mère ne lui dit pas tout. Elle alerte sa sœur aînée, Sabrina, qui la rejoint immédiatement chez ses parents. On a regardé dans la voiture, il n'y avait rien. On avait tellement peur que j'ai dit à ma sœur, et là, il y a de quoi s'inquiéter. Là, la pression monte. C'est vers 20 h, à la gendarmerie du Tréport, que les événements vont s'accélérer. Les gendarmes viennent de recevoir un appel pour le moins alarmant. À l'autre bout du fil, le frère de Marie-Christine, Jean-Louis. Jean-Louis décide d'appeler les gendarmes pour les prévenir que Patrick est mort. Sa sœur l'a appelé pour lui dire que son mari était décédé. Jean-Louis dit-il vrai? Comment le père de famille serait-il mort? Et pourquoi Marie-Christine l'aurait-elle caché à ses filles? Dans la ville d'Eu, une patrouille de gendarmerie se rend au domicile de Patrick et Marie-Christine. Au fond de la pièce, servant d'entrée, ils font une terrible découverte. Le corps sans vie de Patrick est là, recouvert d'un drap, maculé de sang. On relève tout de suite 4 impacts de balles sur lui. On a un coup qui est tiré à une très faible distance à la tempe. Les 3 autres au niveau du cœur, ce sont des zones létales. Ça ressemble à une exécution. Lorsque Katia et Sabrina, les 2 filles de la victime, apprennent la nouvelle, c'est l'incompréhension la plus totale. Le procureur m'a dit directement votre père a été tué. Et tout de suite, j'ai appelé ma sœur. Mon téléphone a sonné et c'est ma sœur qui m'a annoncé la mort de mon père. Je lui ai dit « Mais non, pourquoi tu dis ça ?» Et dans ma tête, il était évident qu'il y avait encore quelque chose à faire. Il n'était pas mort, c'était pas possible. Sur place, Marie-Christine, la femme de Patrick, se trouve dans la même pièce que son mari. La mère de famille de 56 ans est prostrée, incapable de prononcer le moindre mot. Rejoints par leurs collègues de la brigade de recherche de Dieppe,
les gendarmes constatent que la maison est particulièrement propre et bien rangée. C'est en observant de plus près le mobilier que les spécialistes en identification criminelle de Rouen découvrent des traces de sang sommairement nettoyées. Les gendarmes vont très vite établir que c'est quand même bien dans cette maison que le crime a eu lieu, puisque grâce à la technique du Blue Star qui révèle les traces de sang, ils découvrent des traces de sang sur le canapé du salon. Donc l'endroit où on a découvert le corps, c'est aussi l'endroit où Patrick a été tué. En poursuivant les investigations, les gendarmes constatent également que Patrick est collectionneur d'armes. En fait, mon père avait une passion pour les armes depuis plusieurs années. Il s'était inscrit au stand de tir de la ville 2. Conscient que sa passion pourrait mettre en danger son entourage, Patrick ne laissait jamais traîner aucune de ses armes. Toujours les clés bien rangées, les balles d'un côté, les fusils de l'autre, parce qu'il avait toujours peur qu'un des petits-enfants, on ne sait jamais, puisse avoir une arme qui était encore armée alors que ça n'a jamais été le cas. Pourtant, ce lundi 15 novembre 2010, une des armes de Patrick manque à l'appel. La détention d'armes, même pour du tir sportif, est soumise à autorisation. Donc on a la liste des armes qu'est censé posséder Patrick, et il en manque une. L'arme qui manque, c'est un pistolet calibre 9 mm. Et très vite, l'enquête va déterminer que Patrick a été tué par 4 balles de 9 mm, justement. Mais pour le moment, l'arme du crime demeure introuvable. Dans la commune normande, à l'annonce de la mort de Patrick, c'est le choc et l'incompréhension. On a vu vraiment des gens avec une profonde tristesse et ils avaient tous des propos doux, gentils vis-à-vis de lui et de la considération. Si Patrick aimait collectionner les armes pour son plaisir, pour ses proches, il n'était pas du tout quelqu'un de violent, bien au contraire. Mon père était quelqu'un de merveilleux. Il avait toujours un mot pour rire. Il était apprécié de tout le monde, toujours prêt à rendre service aussi. Ancien chauffeur routier international, ce Normand de 58 ans a toujours vécu dans la région dieuppoise. À la retraite depuis 2 ans, il profitait de la vie et surtout de ses 2 filles et de ses petits-enfants. Il ne nous a pas vu grandir, malheureusement, vu son métier. On n'a jamais manqué de rien, jamais, jamais. Il s'est toujours occupé de ses filles, de ses petits-enfants. C'était vraiment un bon vivant, puis un homme vraiment le cœur sur la main. Si Katia et sa sœur étaient très proches de leur père, il n'en est pas de même avec leur mère. Que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur l'histoire de cette famille normande? Que va révéler Marie-Christine lors de son interrogatoire? Cette mère de famille serait-elle impliquée dans la mort de son mari? À la gendarmerie du Tréport, les enquêteurs s'intéressent de plus près à Marie-Christine, qui fait à présent figure de suspecte numéro 1. À 56 ans, Marie-Christine est une enfant du pays, et la maire de la ville 2 la connaît bien. C'est une femme qui est à la mairie employée au ménage sur le bâtiment administratif. Physiquement, Marie-Christine apparaît comme une petite femme, assez frêle, mais elle cache un fort caractère. La maire de la ville se souvient notamment que la femme de ménage exerçait une forte autorité sur ses collègues. Cette autorité se manifestait sous forme de peur. Ils ne voulaient pas, quand il y avait quelque chose, le dire à Marie-Christine parce qu'ils avaient peur de se faire disputer. Ils étaient sous sa coupe et craignaient ses réactions. Ces derniers temps, au dire de ses collègues, la quinquagénaire avait un comportement étrange. J'ai vu le personnel, ses collègues, la chercher pendant des heures
et ne pas la trouver. Et là, elle se cachait dans les greniers de façon à passer ses coups de téléphone avec son téléphone portable. Et pendant ce temps-là, eh ben, elle ne faisait pas équipe avec les autres. Une attitude que peut expliquer la dernière découverte des enquêteurs normands. Marie-Christine avait un amant et apparemment tout le monde à la mairie était au courant. C'est quelqu'un qui avait son camion de routier et qui donnait un gros coup de klaxon pour la prévenir qu'il était là. Tous les gens qui avaient bureau sur ce côté-là le savaient. En garde à vue, Marie-Christine nie avoir tué son mari. Elle donne alors plusieurs raisons pour expliquer sa mort, mais aucune ne tient la route. Après plusieurs heures et de multiples versions, la mère de famille finit par craquer. Et donc elle va très vite admettre avoir tué son mari, en se justifiant aussitôt, en disant qu'elle était une femme battue. Mais les enquêteurs restent dubitatifs, car aucune plainte n'a jamais été déposée pour violence conjugale. Les gendarmes entendent donc les proches de la famille pour vérifier ces dires. Le 16 novembre, ils auditionnent les deux filles du couple, Katia et Sabrina. J'ai été surprise qu'on me demande constamment si j'avais vu mon père taper Marie-Christine. Donc je lui disais bah non, j'ai jamais rien vu. Mais enfin, vu la corpulence de mon père, ses mains et à cette époque-là son gabarit à elle, je pense que ça se serait vu et de toute façon, mon père n'était pas violent. Mon père n'a jamais levé la main sur ses filles, encore moins sur elle. Et il n'y a jamais eu de certificat médical de donner ou quoi que ce soit. Plusieurs proches vont d'ailleurs confirmer cette version. Même constat chez les voisins du couple. Les témoignages dans le quartier vont dire qu'en effet c'était un couple qui allait mal et depuis longtemps. Mais les voisins vont dire qu'à leur connaissance, Marie-Christine n'a jamais été frappée par Patrick. Marie-Christine était-elle une femme battue qui a voulu se venger? Ou est-ce une toute autre raison qui l'aurait poussée à tuer son mari? À la gendarmerie du Tréport, afin de comprendre les circonstances exactes du drame, les enquêteurs s'intéressent d'un peu plus près à la vie du couple que forment Marie-Christine et Patrick. Leur histoire commence en 1972. Ils se sont rencontrés sur le quai du Tréport. Elle était en train de manger une glace et mon père passait en voiture et lui a demandé est-ce que je peux goûter. Et puis elle lui a donné, et voilà. Après ils se sont revus et voilà. Marie-Christine et Patrick s'installent rapidement ensemble et donnent naissance à Sabrina en 1975, puis à Katia 2 ans plus tard. Les deux filles vivent une enfance heureuse dans la campagne normande. Pourtant, Sabrina se sent délaissée par sa mère. Contrairement à sa sœur cadette, elle se réfugie dans les bras de son père. J'ai toujours été proche de lui et d'ailleurs c'est lui qui m'a apporté beaucoup d'amour puisque j'en avais pas de la part de Marie-Christine. Enfin, je me baladais toujours avec lui, je me promenais toujours sur ses épaules. Patrick et Marie-Christine semblent heureux et épanouis en ménage. Mais peu à peu, le romantisme des débuts laisse place aux disputes incessantes. Depuis que Patrick est à la retraite, le couple est même au bord du gouffre. C'est un couple qui allait très mal, le couple de Marie-Christine et de Patrick, et qui allait très mal depuis de longues années. Ils en étaient arrivés à communiquer par des petits morceaux de papier qui se laissaient sur la table de cuisine. À tel point que chacun mène une vie parallèle. Marie-Christine avait un amant et avait pris un appartement dans le centre d'eux, sans pour autant y vivre. Patrick avait de son côté une maîtresse depuis 6 mois, avec laquelle il comptait bien s'installer. Un projet dont il avait fait part à son épouse. On a su qu'il avait rendez-vous le 16 novembre pour un appartement. Et je pense que quand il lui a dit ça, il a signé son arrêt de mort. Marie-Christine n'aurait pas supporté que Patrick la quitte.
Elle qui au quotidien avait l'habitude d'avoir une main mise sur son mari. Elle était un véritable tyran avec mon père. C'était affolant. J'ai été obligée de voir mon père en cachette parce qu'elle ne supportait pas que j'ai un contact avec mon père. Et d'ailleurs, elle l'a coupé de tout. Il ne pouvait plus voir sa famille comme il voulait, ses amis aussi. En garde à vue, Marie-Christine livre un récit des faits pour le moins glaçant. Elle affirme aux enquêteurs avoir tué son mari 5 jours avant la découverte du corps, le 10 novembre 2010, alors qu'il sommeillait sur son canapé. Marie-Christine rentre du travail et elle raconte aux enquêteurs qu'elle surprend une conversation entre Patrick et une autre femme. Cela ne lui plaît pas du tout. Patrick avait un peu bu, il s'est endormi dans le canapé en regardant la télé. Et puis voilà, elle va expliquer qu'elle a eu une sorte de bouffée de violence, qu'elle n'en pouvait plus, c'est qu'elle avait atteint un point de non-retour, qu'elle a fouillé parmi les armes de Patrick, qu'elle a trouvé ce pistolet, qu'elle a tiré d'abord à la tempe. Puis 3 autres balles sont tirées. 2 au niveau de la poitrine et 1 au cœur. La mère de famille n'a laissé aucune chance à son mari. Elle fait ensuite preuve d'un sang-froid déconcertant. Ensuite, elle traîne le corps jusque dans la cour pour pouvoir nettoyer le salon et la maison. Après avoir nettoyé la scène de crime et jeté l'arme à la poubelle, Marie-Christine continue de mener une vie normale. Les jours qui suivent, elle va au travail comme si de rien n'était. Dans son entourage, personne ne se doute qu'elle vient de commettre l'irréparable. On a été faire des courses ensemble et on a vu un des frères à mon père. Et c'est pareil, il n'a rien vu du tout. Elle était même détendue, quoi. Je me dis, je me suis promenée avec elle, sachant que maintenant qu'elle avait fait ça, c'est un monstre, c'est un diable, c'est... voilà, quoi. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle rassure les proches de son mari et ses filles en subtilisant le portable de Patrick. Mais son entreprise machiavélique va s'achever le lundi 15 novembre. Ce jour-là, Marie-Christine est souffrante. Elle est donc plus vulnérable. Peut-être qu'à ce moment-là, la réalité lui revient en face quand même. Et la réalité, elle est terrible. Il y a le corps de son mari dans la cour. Et il va falloir trouver une solution. Elle téléphone alors à son frère pour qu'il l'aide à se débarrasser du corps. Mais au lieu de cela, Jean-Louis téléphone aux gendarmes pour les prévenir et Marie-Christine se charge seule de traîner le corps jusque dans l'entrée. Après 48 heures de garde à vue, la mère de famille de 56 ans est mise en examen pour meurtre et tentative d'assassinat. Marie-Christine a-t-elle pour autant tout dit aux enquêteurs? A-t-elle vraiment agi sur un coup de folie? Ou bien avait-elle prémédité son geste? À la police judiciaire de Rouen, les enquêteurs vont maintenant devoir vérifier les déclarations de Marie-Christine. Les résultats de l'autopsie sont révélés et ils démontrent que Patrick avait bu, mais également qu'il avait absorbé une grande quantité de médicaments. Ce qui est important de noter, c'est qu'on retrouvera dans les analyses toxicologiques de la victime des traces de médicaments sédatifs, hypnotiques, médicaments qui pour certains sont pris par la victime, mais pour certains sont pris par Marie-Christine. Des résultats d'autant plus intrigants que Patrick prenait peu de médicaments. La plupart de ceux présents dans la maison appartenaient en effet à Marie-Christine. Ces derniers mois, leur fille avait d'ailleurs remarqué des événements anormaux. Mon père avait changé physiquement, il était boursouflé, fatigué, il avait du mal à marcher. Il m'avait fait part du fait qu'il pouvait être empoisonné. Donc dans un premier temps, il s'est aperçu que en fait, ça avait été un médicament changé par un autre. Et après, ça a été le café qui était imbuvable.
À chaque fois qu'on buvait un café le matin, il y avait carrément une pellicule blanche au fond de la casserole. Et le café, il était imbuvable. Patrick s'était d'ailleurs confié à sa fille Sabrina. Mon père m'avait dit, et ça me restera toujours marqué, il m'avait dit, Sabrina, si un jour il m'arrive quelque chose, demande à ce qu'on me fasse faire une autopsie. Si les enquêteurs pensent à une tentative d'empoisonnement, rien ne permet de le prouver. À la fin de l'instruction, la préméditation n'est donc pas retenue. Mais plusieurs zones d'ombre subsistent toujours, notamment cette question de l'arme du crime, jamais retrouvée, malgré les nombreuses fouilles des gendarmes dans tout le secteur. Les gendarmes interviennent sur la scène de crime 5 jours après. Ce qui signifie par conséquent que le criminel a 5 jours d'avance pour maquiller sa scène de crime, pour tenter de faire disparaître le cadavre et pour tenter de faire disparaître les pièces à conviction. Ce revolver a pu finir à l'égout, à la poubelle. Des recherches sont faites d'ailleurs à la décharge d'Auqueménil, en vain. Cette arme a disparu de la circulation. Un autre point intrigue les enquêteurs. Le coup de téléphone prétendument donné par Patrick à sa maîtresse le soir du drame et qui aurait tout déclenché. Les gendarmes n'en trouvent aucune trace dans les relevés téléphoniques. Le mobile du crime devient dès lors de plus en plus flou. Marie-Christine a une personnalité extrêmement forte et Patrick, quelque part, est un peu sa chose. Il fait ce qu'elle veut. Pour la première fois, Patrick ne va pas faire ce qu'elle veut puisqu'il a décidé de rompre la vie commune pour entamer une vie commune harmonieuse avec son ami. Mais pour Katia, la fille du couple, le mobile est ailleurs. Pour moi, c'est l'argent. Elle était très obsédée par l'argent. Déjà, le lendemain, demander le code, c'est que, voilà, est-ce qu'elle voulait partir quelque part et puis, voilà, prendre de l'argent de notre père et puis partir du jour au lendemain comme ça et puis se débarrasser du corps. Pour moi, le mobile, c'est l'argent. Ces questions restées en suspens seront des enjeux importants du procès à venir. Katia et Sabrina obtiendront-elles toutes les réponses à leurs interrogations? Quelle sera leur réaction quand leur mère fera son entrée dans le box des accusés? Le 2 octobre 2013, le procès de Marie-Christine s'ouvre devant la cour d'assises de Rouen. Elle comparaît sous le chef d'accusation de meurtre par conjoint. Après presque 3 ans de détention, la mère de famille, qui a maintenant 59 ans, se retrouve face à face avec ses 2 filles. Quand on arrive au procès, on est hyper stressé. De la voir, ça m'est insupportable. Elle a pris 30 kilos. Sa coiffure n'est plus du tout la même. Déjà, je ne l'ai pas reconnue, moi. Quand je suis arrivée, je ne l'ai pas reconnue du tout. Assises sur le banc des parties civiles, Katia et Sabrina attendent beaucoup de ce procès. Mais dans le box des accusés, Marie-Christine a les yeux dans le vide. Elle ne montre aucune émotion et se contente de reconnaître les faits. C'est très froid parce que bon, on l'a devant nous, donc bon, on n'a qu'une envie, c'est de la secouer et puis lui dire mais pourquoi avoir fait ça, quoi. Puis elle a un regard qui, pas de remords, rien, quoi. Elle insiste, elle a un regard froid, elle ne baisse pas les yeux. Quand je me suis adressée à elle à un moment donné pour lui dire qu'elle n'avait pas le droit de nous prendre papa, eh ben elle s'est tournée sur elle-même. De nombreux témoins défilent à la barre, des experts psychologues également. Le récit du drame, le mobile du crime, la personnalité de la mère de famille sont au cœur des débats. Marie-Christine, lors de cette audience, est bardée de certitudes. Sa stratégie de défense, c'est « oui, j'ai tué, mais si j'ai tué, c'est parce qu'il était violent et parce qu'il me trompait ». Et elle n'a pas varié.
Des excuses, je n'en ai pas entendu au cours du procès, alors que traditionnellement, lorsque l'accusé a la parole en dernier, il est de bon ton, peut-être parfois conseillé par les avocats, d'entendre dire par l'accusé à la cour « je regrette ce que j'ai fait ». Ces mots-là n'ont pas été donnés. Au terme des débats, l'avocat général requiert 25 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Marie-Christine. Les jurés se retirent pour délibérer. À l'annonce du verdict, la tension est palpable. Marie-Christine est finalement condamnée à 20 ans de prison. 20 ans, je me dis, c'est pas assez parce qu'on fait vite le calcul. On se dit avec les jeux des remises de peine, elle va être dehors plus tôt que prévu. Donc c'est pas juste. Papa est au cimetière. En avril 2016, lors de son procès en appel, la peine de Marie-Christine est confirmée. Aujourd'hui, dans la commune 2, personne n'a oublié Patrick, cet homme jovial à qui la vie souriait. Ses filles, Katia et Sabrina, se consolent en repensant à tous ces moments de bonheur qu'ils ont partagés. C'est vrai que c'est un bout en train qui savait tout le temps amuser. Il savait nous faire rire, il avait toujours quelque chose à faire et puis il nous manque beaucoup. Papa, si tu savais à quel point tu nous manques, tu fais un grand vide dans notre vie. Tu nous manques tous les jours. Les petits-enfants, c'est pareil. Et c'est une souffrance au quotidien. Je t'aime, papa.